Une question d'Iliane concernant le chapitre sur les migrations qui me demande s'il existe des lois qui régulent ces flux migratoires. Alors pour commencer, un petit rappel historique. La France est un pays d'immigration depuis que le phénomène a commencé au XIXe siècle. Au moment de la révolution industrielle, elle a accueilli des migrants venus d'Italie essentiellement. Pendant l'entre-deux-guerres, entre 1919 et 1939, elle a accueilli des populations venant d'Espagne, du Portugal ou d'Europe de l'Est, et à partir de 1945, une immigration essentiellement originaire d'Afrique et d'Asie. Maintenant, si on parle des lois sur les flux migratoires, on va poser les choses clairement. Pour vivre en France, un immigré a besoin d'un document officiel qui lui en donne l'autorisation et que l'on appelle un titre ou une carte de séjour. Et toutes les lois migratoires votées en France, la première fois c'était en 1917, mais surtout à partir de 1945, vont concerner et vont jouer et vont faire évoluer les conditions dans lesquelles on peut obtenir ce titre de séjour, cette carte de séjour. Cela va évoluer essentiellement selon deux critères. Premier critère, la situation économique du pays. Est-ce que le pays est en crise ou est-ce qu'il est en croissance? Pour le dire autrement, est-ce qu'il y a du travail ou pas? Lorsqu'il y en a, on ouvre les frontières. Lorsqu'il y en a moins, on a plutôt tendance à les fermer. Et l'autre critère va être celui des majorités politiques au pouvoir, car selon que l'on est de droite ou de gauche, on est plutôt sensible soit à une fermeture des frontières, soit à une ouverture de ces frontières. Exemple illustré. Entre 1945 et 1980, la France connaît une situation de croissance économique que l'on appelle les Trente Glorieuses. Il y a besoin de main-d'œuvre pour travailler dans les usines françaises qui se reconstruisent et qui croissent. On va donc faciliter l'accès à la France aux populations immigrées qui vont rentrer en grand nombre, obtenir leur titre de séjour pour travailler dans une économie française qui a besoin d'eux. Au contraire, à partir des années 80, ou lorsque l'on a des gouvernements de droite, ces gouvernements pensent que l'immigration est plus un problème pour le pays d'accueil qu'un point positif. Par conséquent, elle rend plus difficile l'accès au pays, elle rend plus compliqué les conditions pour obtenir un titre de séjour, et dans ces cas-là, la frontière ne s'ouvre qu'un tout petit peu, laissant entrer moins d'immigrés. En conclusion, rappelons qu'un migrant peut rentrer en France essentiellement pour trois raisons. Primo, pour venir y travailler. Deuxio, pour rejoindre des personnes de sa famille qui sont déjà installées en situation régulière, c'est ce que l'on appelle le regroupement familial. Et tertio, parce qu'il fuit des persécutions politiques ou la guerre, c'est ce que l'on appelle l'asile. Aujourd'hui, les lois migratoires en France sont plutôt restrictives, elles ont plutôt tendance à essayer d'empêcher un trop grand nombre de migrants de venir dans notre pays, de freiner les flux migratoires. Cependant, il y a quand même chaque année plus de 200 000 étrangers qui obtiennent en France, au titre soit du travail, soit du regroupement familial, soit de l'asile, un titre de séjour qui leur permet de vivre légalement dans notre pays. Pour information, Iliane, j'espère que tu es content d'avoir pu voir mon visage et la prochaine séquence de géographie, à partir de la semaine prochaine, traitera d'une problématique proche de celle des migrations, qui est celle du tourisme. Alors, une question de Erwan en quatrième qui me demande comment et si nous allons être évalués pendant la période de confinement. Alors, je suppose qu'Erwan entend par là l'évaluation traditionnelle, classique, celle de fin de séquence qu'on réalise tous ensemble, en classe, après une semaine de révision, dans des conditions d'examen, et surtout qui donne lieu aux fameuses couleurs, c'est-à-dire
à une évaluation du niveau de maîtrise de la compétence ou des compétences travaillées par votre enseignant. Alors évidemment, Erwan, tu te doutes bien que nous ne pourrons pas avoir d'évaluation comme celle-ci, car nous ne pourrons pas nous retrouver dans les mêmes conditions. Tous les élèves ne me renvoient pas les exercices ou les travaux que je leur demande, pour de plus ou moins bonnes raisons d'ailleurs, mais du coup, je ne pourrai pas vous évaluer classiquement de cette manière-là. Pour le dire autrement, vous n'aurez pas sur votre espace Pronote de résultats pendant la période de confinement. Cependant, deux choses pour compléter ma réponse. Primo, à chaque fois que vous me renvoyez un travail, sachez que je le lis, que je le corrige, ce qui me permet de me faire une idée précise de la façon dont vous maîtrisez la compétence et les connaissances travaillées dans l'exercice que je vous ai proposé. Secondo, à la fin de chacun de ces travaux, quelques jours après, je partage toujours avec vous une correction qui peut vous permettre, en comparant ce que vous aviez fait avec ma correction, d'avoir une idée plus ou moins précise de ce que vous avez réussi ou pas, et du coup de vous auto-évaluer afin de savoir à peu de choses près où vous en êtes par rapport à ce type d'exercice-là. Nous reprendrons les évaluations en tant que telles dès que nous nous retrouvons. Alors pour finir, deux questions de Jimmy en 5e 3 concernant le chapitre d'histoire médiévale sur la monarchie en France au Moyen Âge, dans la seconde moitié du Moyen Âge. Alors pour la première d'entre elles, il me demande pourquoi le comte Ferrand de Flandre se révolte contre le roi Philippe Auguste en 1214 lors de la bataille de Bouvines. Eh bien justement, Jimmy, c'est tout l'objet de la leçon, celui de se rendre compte qu'au Moyen Âge, les rois, qui sont normalement les seigneurs de tous les autres seigneurs du royaume, parce que ces seigneurs le sont parce qu'ils ont reçu une terre de leur roi en échange de leur fidélité, ces rois sont faibles, c'est-à-dire que beaucoup de seigneurs ne respectent plus leur serment de fidélité. Par exemple, ne font plus remonter tout l'argent des impôts qu'ils doivent au roi à ce dernier. Et donc, en 1214, Ferrand de Flandre se dit que l'occasion est belle de s'allier avec Othon, l'empereur germanique, et que si ils gagnent tous les deux la bataille de Bouvines et qu'ils battent Philippe Auguste, lui pourra régner sur sa seigneurie, le comté de Flandre, seul, sans avoir à obéir à un roi, en devenant lui-même, entre guillemets, le roi de sa propre principauté. Alors, manque de chance pour lui, il va perdre cette bataille de Bouvines et on l'a vu sur l'image, Philippe Auguste va récupérer le comté de Flandre pour le faire revenir dans le domaine royal. Pour ce qui est de ta deuxième question, je vais t'illustrer ma réponse d'ici peu. Je la donne quand même pour tes camarades qui voudraient comprendre l'illustration. Jimmy me demande, en deuxième question, pourquoi au Moyen Âge, les riches payent moins d'impôts que les pauvres? La réponse tout de suite. On l'a vu plusieurs fois cette année en cinquième, la société médiévale, et ça va durer jusqu'à la Révolution française, est divisée en trois catégories. Première catégorie, ceux qui combattent, les seigneurs, les chevaliers, qui sont les descendants de ceux qui combattaient aux côtés de Clovis au moment des invasions germaniques de l'Empire romain. Deuxième catégorie, ceux qui prient, les hommes d'église, les curés, les évêques, les archevêques, les moines, ceux que l'on doit appeler normalement le clergé. Troisième et dernière catégorie, la plus nombreuse et de très loin, ceux qui travaillent. Les paysans à la campagne, mais aussi les artisans et les commerçants dans les villes. Au Moyen Âge, dans une société qui est d'origine divine, on considère que les hommes d'église, qui sont en relation avec Dieu, et que les chevaliers, les seigneurs, qui protègent le royaume, sont plus importants que les paysans, les commerçants et les artisans. Ils obtiennent du coup un certain nombre d'avantages que l'on appelle des privilèges, et parmi ces privilèges, il y a celui de ne pas payer l'impôt. Cet impôt retombe donc exclusivement sur ceux que l'on appelle les membres du tiers-État, les paysans, les artisans, les commerçants,
qui vont payer l'intégralité de l'impôt en France jusqu'à la Révolution française, et ça sera d'ailleurs l'une des origines de cette Révolution française.